10 mai 2024, 131e jour de l'année, encore 235 jours avant d'aborder une autre année. Alors profitez-en bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, modification de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières par l'Assemblée nationale le 2 mai dernier. L'une des principales avancées introduites par le vote de la loi modificative est le renforcement des attributions du parquet spécial de cette Cour. Vous aurez plus de détails sur cette nouvelle loi dans ce journal. Atelier de renforcement de capacités en communication politique des militants du bloc républicain, le parti entend outiller les cadres à divers niveaux en communication politique en vue de l'atteinte des objectifs visés. Le développement dans un instant. Et puis, à raisonnement de plusieurs sacs d'engrais dans la commune de Malanville, les forces de douane de la commune viennent de mettre la main sur des trafiquants d'intrants agricoles. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. La Cour spéciale des affaires foncières se réorganise pour un meilleur fonctionnement. La loi portant création de la juridiction a été revue par l'Assemblée nationale en sa séance plénière du 2 mai dernier. Le Parlement a adopté une nouvelle loi modifiant et complétant celle d'octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour. Les principaux changements intervenus sont passés ici en revue par William Cléquin. Une fois que la loi modificative, adoptée le 2 mai dernier, va être promulguée par le président de la République, plusieurs nouveautés vont voir le jour à la Cour spéciale des affaires foncières. Du point de vue de la compétence territoriale, une autre commune de l'Atlantique rejoint la liste des territoires relevant du ressort de la juridiction spéciale. Dès lors, la Cour spéciale des affaires foncières connaît des affaires domaniales à Abomey-Calavi, Alada, Cotonou, Pomancé désormais, Ouida, Porto Novo, Semekoji et Toribosito. La Cour est aussi territorialement compétente dans les actions relatives aux fonds de terre qui s'étendent sur les communes limitrophes des 8 couvertes au terme de la nouvelle loi. Un parquet spécial dans les fonctions du ministère public près la Cour voit le jour pour dynamiser les procédures devant l'office du juge de la Cour spéciale des affaires foncières. Une fonction précédemment exercée par le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. En ce qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique, la loi adoptée par l'Assemblée nationale revoit plusieurs dispositions dans le but d'un meilleur suivi des affaires judiciaires avec plus de transparence dans le déroulement de la procédure. Et l'une des principales avancées introduites par le vote de la loi modificative est le renforcement des attributions du parquet spécial de la Cour spéciale des affaires foncières. Le projet de loi modifiant et complétant la première loi a été étoffé sur ce point précis au cours de l'examen par la représentation nationale. Des professionnels de justice et spécialistes de la question foncière saluent ce plein pouvoir accordé au procureur spécial pour une meilleure efficacité de la juridiction spéciale. William Cléquin les a rencontrés. L'article 7 de la loi 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières connaît une transformation totale à l'entrée en vigueur des dispositions modificatives. La loi modifiant et complétant la première met fin à l'exercice des fonctions du ministère public dans cette juridiction par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Il revient désormais donc au parquet spécial de la Cour spéciale des affaires foncières d'assurer les charges du ministère public en son sein. Un amendement spécifique du député Abdoul Malik Seibou Gomina, à travers lequel l'Assemblée nationale entend donner les moyens à la juridiction spéciale pour une réelle efficacité. Je me suis rendu compte que le signal fort que l'Assemblée nationale a voulu donner à la mafia foncière était grippé. Parce que cette juridiction spécialisée tardait à trouver sa vitesse de croisière. Parce que les propositions d'amendement du gouvernement manquent de témérité. Il faut qu'on aille au fond pour crever l'abcès. Parce qu'aujourd'hui,
la Cour spéciale des affaires foncières, lorsque vous y allez, lorsque vous détectez un faux, il vous faut aller à la criette ou il vous faut aller au tribunal de première instance de la commune concernée. Ce qui fait que finalement personne ne bouge. La réforme était attendue. Elle vient à point nommé. La Cour spéciale des affaires foncières peut maintenant avoir les coudées franches dans sa mission, au grand bonheur des justiciables, professionnels de la justice et autres habitués des couloirs de cette juridiction. Quand est-ce qu'il va finir de trancher, de liquider tous les dossiers de la criette et s'associer aujourd'hui au dossier qui relève de la Cour spéciale des affaires foncières. Je crois que c'est dans ce sens que le parquet a été créé pour quand même amoindrir ou dégager cette tâche qui sera spécialement gérée là. Je pense que c'est une très bonne chose parce que lorsque une procédure foncière est engagée, les justiciables ont tendance, certains justiciables ont tendance à produire de fausses pièces, de fausses conventions de vente. Et donc, aussitôt, dès que l'intéressé produit une fausse convention, que le juge s'en rend compte, il se réfère automatiquement au parquet spécial. On ne sera plus obligé d'attendre de transmettre le dossier à la criette, c'est-à-dire une autre juridiction très éloignée de celle-ci, mais automatiquement, on sait qu'il y a un parquet spécial dédié à la question foncière qui est exclusivement compétent. Et ce dernier va connaître de ces infractions-là pour pouvoir condamner les intéressés qui en sont auteurs, co-auteurs ou complices. Les acteurs souhaitent la sauvegarde et l'évolution de ces avancées dans le temps en fonction des réalités découlant de l'application de cette loi sur la Cour spéciale des affaires foncières. Ceci dans le but d'atteindre l'objectif de sa création, celui de juguler de façon manifeste la mafia foncière de mise dans plusieurs localités au Bénin. Et puis le parti Bloc républicain organise depuis ce jeudi matin à Cotonou, et ce pour 2 jours, un atelier de renforcement de capacité en communication politique de ses militants. Cette session est une première à l'école du parti. Elle va outiller les cadres à divers niveaux en communication politique en vue de l'atteinte des objectifs visés. Cette initiative du BR a reçu l'appui de l'Institut pour la gouvernance démocratique, IGD. Voici le compte rendu de l'ouverture avec Ouliette Sanoussi. C'est la première session de formation en communication politique de l'école du parti du Bloc républicain. Elle rassemble les députés et leurs suppléants, les membres du bureau exécutif national du parti et leurs porte-parole dans les médias. Cette initiative du BR a reçu l'appui de l'Institut pour la gouvernance démocratique, IGD, créé sous l'impulsion de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. C'est sur la base de thématiques précises désormais que l'école du parti s'organisera ou organisera ses manifestations ou ses activités de formation. Ensuite, cette formation peut être localisée partout où besoin sera sur le territoire national. Pour le moment, c'est l'option qui a été faite et depuis cette option, c'est la première manifestation ou la première activité de formation que nous organisons. Il s'agit d'une formation des cadres du parti. Une formation de ceux-là qui ont la charge de la direction du parti dans différentes positions. L'appui à l'activité de ce jour entre dans le cadre de nos appuis à la mise en place et au fonctionnement des écoles de partis politiques. L'IGD et le NIMD réitèrent leur engagement aux côtés du Bloc républicain et de tous les autres partis politiques du Bénin, comme nous en avons l'habitude, pour accompagner tout ce qui est initiative de formation, de renforcement de capacité des jeunes, des militants, de formation des cadres du Bénin. Avoir des militants outillés et aguerris, c'est l'assurance de meilleurs résultats. Le président du parti du Cheval Blanc Cabré reconnaît à cet effet l'importance des cibles choisies pour lancer ce cycle de formation au sein du parti. Et la présence effective des uns et des autres témoigne de l'intérêt que chacun d'eux accorde à cette formation. Si nous voulons atteindre les objectifs politiques que nous sommes fixés, si nous voulons faire de notre parti le premier parti du Bénin, il faut que nous passions par cette école, par notre centre de formation, par l'école de formation du parti. Mais si je viens ici, c'est
aussi et surtout pour insister sur l'importance que nous devons donner, non pas seulement à cette activité, mais à tout ce qui tourne autour de notre école de formation, de cette école du parti. Pour que chaque groupe du parti, les jeunes au sein de l'OJDR, les femmes au sein de l'OFR, puissent venir y trouver ce dont nous avons besoin pour être éduqués en termes de formation politique, pour puiser l'énergie qui est indispensable pour défendre nos opinions, mais surtout pour définir ensemble les meilleures stratégies pour atteindre nos objectifs. Plusieurs communications sont prévues à cet atelier de renforcement de capacités en communication politique des cadres du Parti Bloc républicain qui prend fin ce vendredi. Les participants ont eu droit à l'entame à une première communication sur l'histoire politique du Bénin, centrée sur l'évolution du parlementarisme, présentée par Dr Espedi Ologou. La deuxième, relative aux généralités sur la communication politique, est animée par le député Nassirou Bako Arifari. Nous parlons à présent de la crise entre le Bénin et le Niger. Patrice Talon justifie l'interdiction des eaux béninoises aux navires pour l'embarquement du pétrole nigérien. Le président de la République a confié dans une sortie médiatique que cette mesure prise lundi est en réponse à la position tranchée des autorités nigériennes vis-à-vis du Bénin. Le Niger ne saurait maintenir sa frontière avec le Bénin fermée, mais profiter en retour des biens de consommation provenant du Bénin et voir son pétrole transporté grâce à la plateforme portuaire. Les deux pays restent frères et amis, martèle le chef de l'État. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémin où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici, et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémin pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite
pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. Et il n'y a pas de condition à la levée de la mesure d'interdiction, précise le chef de l'État. Il suffit que le Niger accepte les échanges formels et non informels, comme c'est le cas actuellement. Le Bénin reste ouvert, précise Patrice Talon. À quelles conditions vous allez autoriser les navires à mouiller les eaux béninoises? Mais il suffit que les autorités nigériennes le veuillent. S'ils le veulent ce soir, ce sera le cas. Nous disons, mais bien sûr, on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits, que le Niger ne veut aucun échange avec le Bénin et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux. Nous n'avons pas de conditions. Nous sommes ouverts, nous le voulons bien, ça dépend d'eux. C'est eux qui refusent, ce n'est pas le Bénin qui refuse. Ils refusent que le Bénin et le Niger échangent. Ils refusent que les camions traversent le Bénin. Ils refusent que le port de Cotonou serve le Niger. Ils refusent, moi je le veux bien. Donc je considère qu'ils refusent ici que la plateforme de Sémé serve le Niger. Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées. Ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargés. Hein. Ils ne l'ont pas dit. Ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Non, nous sommes ouverts, nous attendons. Et nous avons seulement dit aux Chinois qu'attention, il ne peut pas avoir de bateaux chinois dans nos eaux pour charger des produits nigériens que les Nigériens eux-mêmes ont interdit de traverser le Bénin. Ce sont les Nigériens qui interdisent cela. Quand vous fermez vos frontières, vous fermez des frontières pour les produits allant chez vous, pareil pour les produits venant de chez vous vers nous. Donc les Nigériens ont interdit, nous avons dit aux Chinois, attention, ce n'est pas nous. Nous prenons acte des dispositions que les Nigériens ont mises en place actuellement dans le cadre des échanges entre le Bénin et le Niger. C'est pour prévenir les Chinois afin que les bateaux ne viennent pas rester dans nos eaux indéfiniment, et pour les faire comprendre qu'attention, vous ne pouvez pas venir charger des produits alors que les Nigériens refusent. J'ai personnellement envoyé des émissaires, le ministre des Affaires étrangères. Nous tentons de parler avec eux. Nous sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger. Et là-bas, on n'a pas de réponse. Je vous le dis, je suis malheureux. Et il n'y a pas de raison que le Bénin ne veuille entretenir avec le Niger des relations d'amitié, de fraternité, de bon voisinage. Merci. Toujours par rapport à cette question, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, s'est également prononcé en proposant des approches de solutions sur les antennes de RFI. Suivons un bout de ses propos.
Je pense que ce n'était pas la bonne décision parce que la CEDEAO, qui a recommandé ces sanctions qui sont plutôt radicales, la CEDEAO elle-même est dans une crise identitaire. On parle d'une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais on s'est retrouvé dans une situation où la communauté économique est partie directement sur un terrain politique. Et lorsque vous imposez des sanctions politiques, alors que votre rôle est de rester d'abord dans la recherche de convergence économique pour pouvoir pousser la croissance et favoriser le développement dans cet espace communautaire, forcément on arrive à une situation difficile comme celle-là. Et donc la décision, elle était dure, elle est conforme à un protocole qui existe, le protocole sur la gouvernance de la CEDEAO. Et je pense que très sérieusement, on aurait dû trouver une manière un peu plus simple de régler le problème, à savoir forcer sur le dialogue, trouver des compromis, établir des échéances de retrait des forces qui étaient responsables de ces changements, de ces ruptures dans l'ordre constitutionnel. C'est des choses qui ont déjà fonctionné dans le passé. Mais je crois qu'on est allé un peu trop fort et quand on va trop fort, parfois, ça ne marche pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dialogue a été vicié. Il y a eu des suspicions, des accusations de part et d'autre qui, forcément, ont fait disparaître la confiance entre les parties. Ensuite, je crois que le Bénin peut-être a sous-estimé l'importance du Niger dans son économie. Et on a vu le résultat plus tard, la situation du port. Le port de Cotonou. Le port de Cotonou en a souffert. Et du coup, le Togo en a profité. Le Togo en a profité. J'ai écouté les autorités des deux pays et j'ai compris qu'en fait, le Togo n'avait pas préparé spécialement une manœuvre contre le Bénin. Le Bénin non plus n'avait pas prévu que les choses prendraient une telle proportion. Et je pense qu'une saine appréciation de la réalité et du rôle de chacun aurait pu amener à éviter cette situation. Je n'ai pas les détails de ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'il faut trouver des mesures d'apaisement. Je crois que le projet du pipeline est un projet important. C'est un beau projet. Je me souviens moi-même avoir été visiter les installations avec l'ancien président Bazoum lorsqu'il visitait le Bénin. Disons que le projet de pipeline mérite mieux que ce qui se passe. Je ne sais pas quelle sera la médiation, mais je crois qu'il faut désigner tout de suite des intermédiaires pour leur permettre de se parler. Et le plus important pour moi, c'est que cette escalade s'arrête. Personne ne sera gagnant dans cette guerre. Personne. Et je l'annonçais en titre, des tonnes d'engrais arraisonnés à Malanville. Les forces douanières de la localité ont appréhendé des barques qui convoyaient des sacs d'engrais vers le pays voisin. Une opération qui intervient dans un contexte où une décision interdit la sortie des produits vivriers du territoire national vers le Niger. Suivons ici André Nagassi, receveur de douane à Iloua. La semaine passée, il y a eu une saisie ici sur des pirogues qui avaient embarqué de l'engrais NPK pour traverser le fleuve et aller de l'autre côté des pays voisins. Donc, dans la matinée, il y avait eu une réunion mixte entre toutes les forces pour voir comment faire pour mailler le terrain face à la décision que l'autorité a prise pour l'interdiction temporaire de la sortie des produits agricoles du territoire béninois. Donc, à la suite de cela, nous avons voulu tester en nous-mêmes notre dispositif pour voir, lorsqu'il y aura une situation réelle, qu'est-ce que nous allons faire. C'est dans cet exercice que nous sommes venus tomber sur des engrais qui étaient en train d'être embarqués. Il y avait 4 bacs qui avaient chargé, il y avait encore une dizaine de colis à terre. Et lorsque les gens nous ont aperçus, ils ont commencé par ramer tout feu vers la rive opposée. C'est ainsi que les collègues se sont jetés à l'eau pour aller les rattraper. Mais dans ça, il y avait toujours des individus qui persistaient. Ils ont ramé, ils ont poussé leur pirogue pour suivre le courant du fleuve. C'est ainsi qu'une barque a heurté un îlot qui est dans le fleuve là-bas et qui a fait chavirer. Mais on a réussi à récupérer 7 sacs des 10 qui étaient dedans. La seconde barque, elle a réussi à passer et l'individu a contourné par la berge et allé sauter dans l'eau. Elle a conduisait la pirogue vers la rive opposée où les gens l'attendaient déjà avec les motos pour embarquer. Lorsque les collègues de la police étaient obligés de faire des feux de sommation, qui l'ont dissuadé, il a fui et on a pu également récupérer ces colis qui au total ont donné 42. Donc si il n'y avait pas ces 3-là que vous avez vu tout à l'heure remplis d'eau, ça ferait 45. Donc on n'a pas pu ramener ces colis parce que, étant imbibés d'eau, ils vont contaminer les autres sacs qui ne seront plus exploitables. Désormais, la douane n'est plus seule.
Toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Malanville sont mobilisées, ont déjà établi un plan qui est éprouvé et qui a donné ses résultats, et que désormais on ne tolérera plus ce genre de choses au niveau de la région de Malanville. Ce que nous demandons, c'est l'appui surtout des autorités au niveau local qui ne devraient pas nous cacher certaines informations, qui devraient plutôt être notre complément afin de mieux nous renseigner pour nous aider dans l'accomplissement de notre boulot. Voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.